C'est quoi la diplomatie vaticane, en quelques mots, Stanislas Delabrouille? C'est un réseau de nonces à travers le monde, c'est-à-dire les ambassadeurs du Saint-Siège, qui sont des diplomates de très grande qualité au cours de mes différents postes, notamment à Moscou. Mais ce sont des diplomates amateurs ou Pas ils du sont tout, formés ils à la sont formés dans diplomatie? une école qui s'appelle l'école des nonces et où ils reçoivent une très bonne formation. Ce sont essentiellement des Italiens, mais il y a quelques Français et quelques autres nationalités. Et la langue de travail est bien évidemment l'italien, mais la langue française était la langue d'usage aussi dans la diplomatie du Saint-Siège. Ce sont des gens extrêmement bien formés et qui jouent un rôle important dans beaucoup de pays. Je pense aux pays d'Afrique. Lorsque j'étais à Madagascar, le nonce jouait un rôle très important. De quelle nature? Assez politique. Enfin, il joue un rôle avant tout auprès des églises locales, puisque c'est lui qui va proposer des noms d'évêques à Rome. Et donc, il peut influer sur la vie de l'Église localement. Et c'est son rôle. Mais il se mêle aussi un peu de politique politicienne. Non, ils font bien attention à ne pas le faire, et ils passent la main d'ailleurs à l'Église locale. On l'a vu par exemple quand j'étais ambassadeur sur place, il y a eu un extraordinaire mouvement en direction de Cuba. Et pour moi, c'est très intéressant à voir. Ce n'était pas le nonce qui menait la négociation, ce n'est pas de Rome qu'on menait la négociation. La négociation a été menée par l'évêque cubain. C'était la façon de faire du Saint-Siège maintenant. C'est plus Rome qui intervient dans les affaires du monde, c'est l'Église locale qui se prend en main. Et de façon générale, tout le monde m'avait bien expliqué à Rome que c'était comme ça qu'on faisait. C'était plus au Saint-Siège de rendre des arbitrages, de provoquer... Une sorte de rêve pour diplomate, alors vous décidez vous-même de votre ligne et de vos priorités. C'était une façon de faire. Alors, bien évidemment, le Saint-Siège a un rôle très important dans les organisations internationales, que ce soit l'ONU ou que ce soit même au Conseil de l'Europe, pour essayer d'orienter les décisions qui sont prises dans des questions qui l'intéressent au premier chef. Mais la diplomatie vaticane est quelque chose qui compte beaucoup. Oui. Malgré des moyens à Rome. Alors, à travers le monde, ils ont un réseau de nonces, mais à Rome, la secrétaire d'État pour les affaires internationales, c'est très peu de monde, c'est peut-être une quarantaine de personnes. Est-ce qu'il n'y a pas, François Mabille, une sorte de recul quand même aussi, là, sur ce plan de l'influence du Vatican sur les affaires séculières? Non, je ne le pense pas. Je souscris totalement à ce que vous disiez il y a un instant, c'est-à-dire que les conditions de succès de la diplomatie du Vatican sont liées à la capacité de l'Église locale à agir dans les sociétés considérées. C'est un petit critère, mais qui explique très facilement les succès et les échecs de la diplomatie pontificale contemporaine. Vous prenez par exemple la Colombie, où l'Église catholique est très impliquée, et la diplomatie également. Succès, mais précisément parce que l'Église locale est très forte, très bien implantée. Vous prenez le cas vénézuélien, l'Église était divisée, une opposition entre l'Église locale et la curie romaine sur le positionnement à avoir par rapport au gouvernement, et vous avez finalement un échec. Voilà. Il n'empêche que c'est un réseau diplomatique qui est effectivement très important. C'est juste pour l'anecdote, mais si vous allez sur le site du gouvernement américain ou de l'ambassade américaine près le Saint-Siège, vous verrez que les Américains comprennent très bien l'intérêt de travailler avec le réseau diplomatique du Saint-Siège. Alors, à l'américaine, on vous explique les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets, je dirais, d'intérêt partagé, notamment, effectivement, au niveau onusien. Intérêt, ce qui se passe en Chine. Regardez comment la diplomatie du Vatican traite avec le gouvernement chinois. Est-ce que c'est un échec, un succès? C'est une sorte de cas d'école pour la diplomatie américaine. Et puis, effectivement, le formidable réseau d'information que ce réseau des nonces peut donner. Et je me souviens que l'un de vos prédécesseurs, Pierre Morel, a expliqué dans une conférence il y a quelques années à Sciences Po que pendant la guerre du Golfe, eh bien, les deux diplomaties, française et vaticane, avaient travaillé main dans la main pour avoir un certain nombre d'informations. Donc il ne faut pas négliger effectivement pendant la première guerre du Golfe. Pendant la guerre de 2003, 2003-2005. L'invasion de l'Irak. Voilà, oui, excusez-moi, l'invasion de l'Irak. Tout à fait. Et
Donc un positionnement qui est particulier et qui est lié aussi à la spécificité du Saint-Siège. Le Saint-Siège sur la scène internationale, qu'est-ce que c'est? C'est un petit État, un micro-État, mais comme d'autres petits États, je pense à la Suisse, à certains États scandinaves, peut avoir un positionnement et un rôle particulier à jouer, notamment dans le cadre de la paix ou de médiation. Ouais. C'est un État en situation... C'est quand même de moins en moins fréquent. Sur quel conflit aujourd'hui le Vatican est-il médiateur? Ou l'Église, enfin, j'aurais presque envie de vous dire qu'avec François, c'est plutôt un retour à cette pratique. Le pape François sort, là encore, d'une tradition. N'oubliez pas qu'au niveau international, le traité du Latran, article 24, stipule que le Vatican est un État neutre et que s'il veut faire une médiation au niveau international, ça ne peut se faire que si les deux parties en conflit sont d'accord. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Aucune des deux parties, en tout cas Poutine, n'était pas d'accord, ce qui n'a pas empêché le pape d'essayer de proposer une médiation. Mais que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit donc en Europe, la diplomatie du Vatican actuellement est très engagée autour de la thématique de la paix. Oui. Guillaume, vous avez beaucoup voyagé au Liban, en Syrie. Là, ce sont des terrains où on sent le rôle que peut jouer l'Église catholique. Ouais, j'écoutais ce que disait Stanislas de la Boulesse sur l'importance des nonces. Moi, j'ai été reçue en décembre, il y a un an, par le nonce apostolique à Damas. Donc, on est dans d'ailleurs une chapelle incroyable. On est au milieu de Damas. Donc, et ce nonce vous parle en vérité sur voilà, le tissu social syrien. Je veux dire, pour un journaliste, ce sont des personnes... C'est quelqu'un qui a passé toute la guerre à Damas. Là, à Damas, c'est un homme extrêmement courageux et vraiment habile, disons, parce que pour mettre d'accord toutes ces églises qui se tirent aussi entre elles, malheureusement, aussi des petits... Et elles ont envie de pouvoir, envie de plein de choses. Et par ailleurs, Bachar el-Assad, qui a fait aussi de sa proximité avec les chrétiens quand même son cheval de bataille pour se maintenir, à plein d'égards, notamment avec les Russes. Donc en fait, tout ça est très sensible, et ce nonce a réussi à habilement manœuvrer. Et j'étais frappée, et au moment de l'affaire Wikileaks, on s'en est rendu compte à quel point les télégrammes diplomatiques du Vatican, du monde entier, étaient hyper regardés, commentés, repris par les Américains notamment. C'est exactement ce que vous disiez. Je dirais que c'est très intéressant de voir à quel point l'Église, finalement, par le fait qu'elle est dans un maillage social vraiment transversal, du plus pauvre au plus riche, donc dans les élites, tout comme vraiment dans le vrai peuple de ces pays-là, renvoie des informations au Vatican, peut-être à ces 40 personnes qui ne les lisent pas, je ne sais pas, hein, mais en tout cas... on renvoie des informations qui sont d'une stricte justesse, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout seulement dans les salons mondains Voilà. Et donc je trouve ça passionnant parce que je me dis que ces nonces, en effet, ils ont un rôle, sans qu'on le voit parfois, parce qu'ils sont humbles aussi, parce que, étant catholiques, ils ne sont pas dans l'idée de publier ou publiciser l'action qu'ils ont eue pour la paix. Ce qui compte pour eux, c'est qu'elle ait lieu, cette paix. Stanislas de la Boulée, nous avons passé quelque temps à Jérusalem, où il y a un conflit dont on ne voit jamais l'issue. Est-ce que là-bas, le rôle des représentants du pape pesait? Oui. Ils avaient un statut différent c'était la même personne, elle avait un statut différent en Israël et dans les territoires palestiniens. Mais c'était d'abord très important que le Vatican soit représenté en Israël, ce qui n'était pas évident, parce que la diplomatie du Saint-Siège, pendant longtemps, avait tenu Israël à bout de bras. Oui. Mais... Est-ce qu'ils peuvent dire des choses qu'un le représentant de l'État français, par exemple, ne pourrait pas dire? Non, ils ne disent pas les choses de la même façon. Hein. Ils le font en tant que pasteurs de l'Église, mais également dans le lien profond qu'ils ont avec les responsables des églises catholiques ou des églises rattachées à Rome. C'est un rôle... On a du mal, nous, qui venons du monde laïque, à comprendre ce que disait Guyonne est tout à fait juste, à comprendre comment ils agissent. Ils agissent avant tout dans les structures de l'Église, et c'est par les structures de l'Église qui peuvent avoir une influence considérable sur le déroulement politique. Je pense à un pays comme le Congo. La République démocratique du Congo est un pays où l'Église a joué un rôle et continue de jouer un rôle considérable. Jean-Marie Guénois, avant l'émission, vous me disiez qu'il y a à peine une douzaine de pays qui n'ont pas de représentation auprès du Saint-Siège et inversement. Parmi eux, la Chine. Ouais.
Dites-nous un peu la relation, l'état des relations entre le Vatican et Alors, Pékin. c'est sans doute un des dossiers les plus intéressants du pontificat du pape François, parce que, comme jésuite, alors on retrouve Matteo Ricci, la grande tradition et la vérité de l'histoire, qui a eu ce génie qui est allé réussi à être reçu par l'empereur de l'époque et a traduit, a commencé à faire un dictionnaire. Enfin, c'est fabuleux cette histoire. Donc il y a cette tradition jésuite, la Chine, ça leur parle. Donc depuis le début du pontificat, pape François a comme entouré la Chine. Il a fait des voyages un peu... Il tourne autour. Avec l'intention d'y aller un jour. Corée du Sud, enfin bref. Et l'idée, c'était toujours de faire passer des messages. On est dans le soft power. Là, vous disiez, posez une question de journaliste international, à quoi ça sert? Quels sont les résultats? Il n'y a pas de résultats. Sauf que sur le long terme... Il y a un objectif. Il y a un objectif, attention, il y a des résultats à long terme. Et par exemple, la Chine. Donc il y a à la fois le pape François qui tend la main à Pékin par tous les moyens et qui rêve d'être le premier pape de l'histoire à être reçu à Pékin, à être sur la place Tiananmen. C'est très impressionnant. Et il y a un petit cardinal qui s'appelle le cardinal Zen, qui est petit d'ailleurs au sens physique, avec beaucoup de respect, qui était l'archevêque de Hong Kong, qui est maintenant l'archevêque émérite, il est en retraite, et qui combat pour les droits de l'homme, qui a soutenu les manifestations, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être arrêté, d'être en procès. Il a perdu son procès, il a été emprisonné avec sursis, enfin bon, c'est en train de se régler, que le pape François a sciemment laissé tomber. Il ne s'est pas mêlé de cette affaire, tout le monde disait mais comment se fait-il? Il y a eu un texte d'ailleurs, je l'ai dans mes archives, où le pape devait prononcer un dimanche à midi pour soutenir le cardinal Zen, qu'on nous avait distribué à 10h du matin, et qui, à midi, n'a pas été lu. Ça veut dire que le jésuite François savait très bien ce qu'il faisait. Il ne voulait pas prendre position. Il faut nous expliquer quel est l'enjeu, quel est l'objectif du Vatican vis-à-vis de la Chine, François Mabille. C'est très simple, que l'Église catholique, comme l'objectif de la diplomatie du Vatican, et l'objectif premier des nonces, ce sont deux choses. Le lien entre Rome et les églises locales, et deuxième mission essentielle, faire en sorte que les églises locales soient libres. C'est-à-dire que... Ce qui n'est pas le cas en Chine. Ce qui n'est pas le cas en Chine, voilà. Que le Vatican ait la possibilité de nommer librement les évêques et qu'il y ait une liberté de culte public, grosso modo la liberté religieuse, la liberté de religion telle que les textes onusiens l'expliquent. Et effectivement, le grand enjeu avec la Chine, c'est de parvenir à cette liberté totale de nomination, sachant qu'il y a deux églises... Le Vatican a signé, excusez-moi, un accord avec le gouvernement chinois. Il a renouvelé. Pour nommer en symbiose les évêques. Tout à fait. Donc c'est une concession. C'est un pari. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Au moment l'Église clandestine, le pape François, il a cette intuition de se dire si c'est clandestin depuis 50 ans, c'est pas très sain quand même. Parce qu'à la fin, nous, bien sûr, on nomme nos évêques clandestins, qui célèbrent dans des sous-sols de Pékin avec des risques majeurs, et d'ailleurs souvent des emprisonnements arbitraires et tout, sur lesquels on n'a aucune prise, nous, parce que voilà. Donc, ils ne trouvent pas ça sain au bout de 50 ans. Et on peut le comprendre. Donc il a essayé de purifier ça, et évidemment, ça vient avec toute cette souffrance de l'Église clandestine, qui, elle, depuis 50 ans, est martyre et prend des risques énormes pour vivre sa foi. Et donc il se dit, on est trahi par ce pape. Et Monseigneur Zen... Attention. Benoît XVI avait ouvert la porte en disant aux clandestins, sortez des catacombes, faites-vous reconnaître par le gouvernement. C'est quand même Benoît XVI qui a ouvert la porte. Benoît XVI conduit cette politique. C'est là qu'on voit la différence entre les papes, c'est-à-dire suivant les contextes historiques, mais suivant également le profil. Là, je crois vraiment au profil psychologique des papes. On voit que cela se traduit par des diplomaties différentes, effectivement. Benoît XVI a ouvert à sa manière la voie, et ce pape est un pape qui tente un pari, comme il le fait d'ailleurs dans d'autres domaines. C'est un pape qui a une diplomatie en mouvement. Est-ce que c'est un pape diplomate, François? Je ne pense pas, très honnêtement. Je ne pense pas qu'il est... Vous ne pensez pas qu'il soit spécialement adroit? Non, effectivement. Qu'en pense le diplomate Stanislas de la Boulaye? Il lâche à bousculer. Voilà, c'est ça. Ça peut être une bonne méthode. Ça peut être une méthode. C'est un vrai réformiste. Et il sent qu'il n'a pas beaucoup de temps. Pour la première fois, en tout cas, je trouve qu'on sent bien les différences entre la diplomatie telle qu'elle est pensée et portée par la secrétaire d'État, on l'a bien vu en Ukraine, et la diplomatie spécifiquement
papale, donc du pape François, qui est effectivement une diplomatie en mouvement, qui tente de faire bouger les lignes avec des prises de risques et parfois, eu égard au protocole diplomatique, quelques surprises qu'il nous réserve. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à tous les quatre. Nous verrons bien si la disparition de Benoît XVI modifie le cours du pontificat de François. La suite au prochain épisode. Pour ma part, je vous retrouve lundi prochain, même heure, même endroit.